Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Donc, Maïdal, c'est un ensemble, un groupe de professeurs. On est 7 professeurs, tous diplômés des plus grandes universités. Et on propose des cours de religion sous des formats, on va dire assez innovants. Donc, on a 3 formules qu'on propose avec un suivi. Donc, on essaie de faire en sorte de mettre le paquet sur le suivi. Donc, ce sont des cours en ligne, sont tous en live, nos cours. Toutes les sessions qu'on a pu faire, c'est pas des cours enregistrés, mais c'est des cours en live, car on met en avant le suivi, mais avant tout l'interaction. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Abdullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelrahman, comment vas-tu? Je vais très très bien et toi comment vas-tu? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Très très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Je suis très heureux de t'accueillir. Plaisir partagé. On se connaissait pas avant qu'on nous mette en contact, mais ton nom était déjà passé, tu vois, souvent les auditeurs ou les personnes me recommandent des invités, et puis ton nom était déjà passé plusieurs fois au cours des derniers mois, donc c'est quand on me recommande plusieurs fois les mêmes noms, je les mets de côté ou même une seule fois, et je regarde quand j'ai un moment le travail qui est fait, et machallah, du coup j'ai regardé un peu ce que tu faisais, tu es très présent en ligne, et à travers, bon, on en parlera plus tard, hein, de ton organisme éducatif, et donc voilà, bah, finalement on a réussi à savoir, et nous voilà pour l'interview. Alhamdulillah, barakallah fik, jazakallah khair. En tout cas, de m'accorder cette opportunité de pouvoir échanger avec toi, hein, avant tout ça. Un échange fraternel. Pour commencer, je te propose de nous présenter qui tu es, d'où tu viens rapidement, ce que tu fais de manière générale, où est-ce que tu vis, est-ce que tu vis pas en France? D'accord, effectivement. Donc, votre frère, Abdallah, Thiam, j'ai grandi en France, hein. J'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans la banlieue ouest. Alhamdulillah, j'étais en France jusqu'en 2002. Donc, on va dire, voilà, j'ai une scolarité hein, un peu comme tout le monde, hein, entre guillemets. Après, je me suis orienté un peu plus vers l'électricité. C'était mon domaine. J'avais trouvé ma vocation dans cette voie-là. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, j'ai pu travailler dans de très grosses sociétés, je pense connues de tous les auditeurs, pendant à peu près 2 ans. Ensuite, voilà, il y a eu ce déclic et là, entre guillemets, j'en ai eu marre de ce train de vie et j'ai voulu apprendre. Donc, je suis parti apprendre. Donc, Début de vingtaine, 19 ans, 20 ans, 20 ans? 20 ans, 20 ans, 20 ans C'est quelle taureau, ville, tu vois, c'est la ville? 20 ans taureau. Je suis à Trappes, À Trappes, je suis à Trappes, d'accord. moi. 78 dans les Yvelines. Ok, donc qu'est-ce Ouais. qui se passe à 20 ans? À 20 ans, le fameux déclic, on se pose plein de questions, un peu comme je pense beaucoup de nos auditeurs et auditrices des fois se posent. Mhm. On fait, comment dirais-je, on essaie de revoir certaines choses, on passe en replay dans notre vie, notre train de vie, et on voit que voilà, il y a des choses qui peut-être nous plaisent pas, il y a des choses où on souhaiterait entre guillemets se lancer pleinement dans certains domaines. Ce fut le cas pour moi, donc. J'étais très, très frustré, hein, moi, à l'idée de ne pas comprendre l'arabe, hein. Donc, écouter un verset et ne pas comprendre l'arabe, c'était quelque chose de très frustrant pour moi, hein. Je me rappelle encore une fois, hein, quand j'écoutais Solat Youssouf, donc je suis dans les transports en commun, un peu comme tout le monde, hein, le matin, j'allais au travail et j'écoutais le Coran, donc j'écoutais Solat Youssouf. Et, euh, voilà, je savais que c'était quelque chose de beau que j'écoutais, mais je comprenais pas. Et c'était très, très frustrant pour moi. Et ça, c'était le vrai Mhm. déclic, hein. C'est là que ça a commencé, on va dire, ce magnifique voyage, hein, parce que j'ai pas d'autres mots pour décrire ces années que j'ai pu connaître, alhamdoulilah, à travers, dans l'apprentissage. Et là a Mhm. commencé ce magnifique voyage, ce très long voyage, auquel on demande à Allah Azza wa Jalla de toujours rester dans ce voyage, dans ce rêve, ce Mhm. voyage où il n'y a pas de retour. Mhm. Donc le déclic, il a commencé là, en 2000, oh là là, alors c'était 2003, en D'accord, 2003, on va dire 2002 à 2003, c'était l'année ok, de réflexion. ok. Donc là, tu as cette frustration qui grandit. Quelle solution s'offre à toi à ce moment-là? C'était simple en fait, moi je me connaissais, hein. Je me suis dit, j'ai pas 36 chemins, soit, soit je fais un peu comme tout le monde, je me lance dans l'apprentissage, et c'est bien, certains ont fait, en apprentissage, c'est-à-dire dans l'endroit où je suis, hein, sans pour autant voyager, hein. Ou Mhm. soit je me mets en immersion. Et moi, je me connaissais, je savais que j'avais besoin de cette immersion, j'avais besoin de me déconnecter, j'avais besoin de tourner une nouvelle page. Donc, j'ai décidé de voyager à l'étranger. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre moyen que de
que de voyager à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2003. J'ai voyagé à l'étranger. Donc, je suis parti en Égypte. En Égypte, alhamdoulilah, j'ai fait un an. Donc, j'ai appris la langue arabe en Égypte. Donc, Mhm. je ne connaissais rien du tout de l'arabe. Alors, quand je dis rien, c'est juste le mot salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, j'ai pu, Allah Azza wa Jal m'a facilité, a mis sur mon chemin des enseignants qui étaient tout simplement exceptionnels, avec qui, alhamdulillah, j'ai pu profiter. Et pendant toute une année, alhamdulillah, qui était amplement suffisant. Quand je dis amplement suffisant, bien sûr, il n'y a pas de limite en soi, mais pour pouvoir se lancer dans de l'apprentissage, pour pouvoir comprendre, avoir une compréhension des textes religieux et autres, alhamdulillah, j'ai pu, durant cette année-là, alhamdulillah, atteindre les objectifs souhaités. Voilà. Est-ce que tu étais en immersion totale? Tu parlais plus du tout français? Je ne parlais plus français. Je me suis mis, alors, même quand j'étais avec mes camarades, hein, j'ai habité pendant un moment seul. J'ai habité avec des camarades qui nous ont rejoints de ma ville ou des villes voisines. Et c'était Mhm. simple, hein. Si tu souhaitais cohabiter avec moi, il fallait parler arabe. Quand je dis fallait parler arabe, c'est-à-dire tu te dois de t'efforcer à parler arabe. Donc voilà, tu ne connais pas un mot, tu te renseignes, mais voilà, on s'est au sein dans l'appartement, on ne parlait que l'arabe et pas une autre langue. Ouais. D'accord. Ok. Et comment est-ce que tu t'organises pour ce voyage-là? Comment tu as décidé pour l'Égypte? Et comment en termes financiers, en termes de Ah, autour de ça c'est toi, une grande comment les question. personnes ont réagi, Alors, etc. Comment tu t'es organisé pour ce départ? donc moi j'étais en CDI, hein. Donc j'étais en CDI dans une grosse société, comme l'une des plus grosses sociétés dans la construction, hein, dans le bâtiment en France. J'étais en CDI, donc ils m'ont vraiment fait confiance, ils m'ont donné des postes très intéressants et ben, je les ai appelés pour leur dire que j'arrêtais tout. Donc j'arrêtais tout, que je partais. Donc je suis parti en Égypte avec quasiment rien, point de vue financier, quasiment rien. Alhamdulillah, j'ai pu, alhamdulillah, comment m'en sortir. C'était très limite, hein. C'était très limite. Mais pour autant, voilà, j'ai passé mes plus beaux jours, hein, je peux dire. Le nombre de fois où j'ai mangé de la viande, par exemple, ça se compte sur le bout d'une main durant cette année, d'une seule main. Et quand je dis la viande, c'est le poulet compris, hein. Donc, alhamdulillah, je ne dis pas ça parce que voilà, je me plaignais pas hein, à ce moment-là. J'étais très très bien. Je vivais les meilleurs jours de ma vie. J'étais seul. Pendant un moment, je me suis retrouvé seul. Je suis pas parti seul au début, mais je me suis retrouvé pendant un moment seul. Et après, voilà, on a bricolé. J'avais un ordinateur que, en France, dans le temps, c'était un ordinateur portable. Il était très gros, mais bon, c'était quelque chose qui était bien, hein. Je te parle en 2003, hein. Donc, je l'ai vendu à une connaissance. Je lui ai demandé de m'envoyer simplement 100 euros par mois, d'accord, pour ne pas tout manger, parce que si on m'envoie la somme, c'était à peu près 1100 euros. 1100 euros. Et voilà, j'ai vécu comme ça. Donc, avec à peu près 100, 150 euros par mois, je payais les écoles et mon loyer avec cette somme et je mangeais, voilà, je veux dire très, très léger. Mais alhamdoulilah, c'était très, très bien. C'était vraiment très, très bien. C'est ce que je souhaitais, être en immersion. Et, euh, et puis voilà, alhamdoulilah. Franchement, c'était un très beau jour. Après, il y a eu plein d'aventures, mais je pense que si je commence à rentrer en détail de tout ce que j'ai, comment dire, tout ce qui m'est arrivé là-bas, les très belles reconnaissances que j'ai fait, euh, subhanallah, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, comment Allah Azza wa Jalla m'a facilité. Je pense que c'est un podcast en plusieurs épisodes si on veut être, si on veut aller dans les détails. Mais alhamdulillah, franchement, dans tout, dans l'apprentissage, j'ai trouvé une facilité qui est incroyable. Au début, c'était très dur, hein. Pour apprendre 10 mots, je me rappelle, j'ai mis toute une après-midi. Peut-être certains de nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui, pour apprendre 10 mots, vont peut-être mettre une heure, aller maximum, peut-être maximum une heure. J'ai déjà sondé certains de mes élèves, je leur ai posé la question. Ils me disaient 10 minutes, 15 minutes, allez, pour apprendre Bortuqal, Timsah, et ainsi de suite, des petits mots. Moi, j'ai passé toute une après-midi pour apprendre 10 mots. Et donc, c'était des buts qui étaient très durs, mais c'est comme ça, voilà. C'est pas parce qu'on rencontre une difficulté qu'on doit s'arrêter ça. Hmm. Si on doit tirer une leçon de cette histoire-là, et que je souhaite partager avec nos auditeurs et nos auditrices, c'est que l'apprentissage, ça demande de la patience. Et c'est sûr Hmm. qu'on va rencontrer de la difficulté, ça c'est sûr. Mais il Hmm. faudra, voilà, euh, être patient, sincère et persévérer. D'accord. J'allais te demander de nous partager un enseignement, mais c'est chose faite. Alhamdulillah. Donc, à l'issue de cette année, tu savais d'avance où tu allais, ce que tu voulais faire après. Non, non, Qu'est-ce qui du se tout. passe? Non, du tout. Comme je t'ai dit, encore une fois, ce voyage-là en Égypte, il était merveilleux, il était magnifique, j'ai quasiment pas de mots pour décrire ce voyage-là, hein, malgré que Mhm. si je devais comparer, voilà, c'était une vie qui, comme était très dure, hein, c'était très dur. Les conditions de vie étaient assez difficiles, mais subhanallah, donc je sors d'une mosquée
et je rencontre une personne qui nous parle en français. Donc souvent, on trouve les Égyptiens qui ont appris en LV2 en deuxième langue le français. Donc on voyait souvent des Égyptiens essayer de parler avec nous en français. Mais cette personne, elle avait une particularité, c'est qu'elle parlait très bien français. Et ça, j'étais avec un ami à moi et on était très étonnés. Il nous a interceptés à la sortie de la mosquée avec un très bon français et nous disant, voilà, je serais ravi que on partage ensemble un déjeuner. Je lui dis OK. Donc, suite à ça, on a déjeuné ensemble et il me dit, ben, c'est simple, dites-moi ce que vous souhaitez. En gros, ce que vous souhaitez, que ce soit de l'argent, que ce soit, dites-moi ce que vous souhaitez. En fait, cette personne-là, c'était un ancien ministre qui était très connu, qui est décédé aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Forcément, C'était un ouais. ancien ministre dans un autre pays, hein, pas en Égypte, mais en Égypte, il était à la tête d'une organisation et il avait plusieurs bureaux, y compris en Arabie Saoudite. Il nous a interrogés donc sur ce qu'on souhaitait. Moi, je lui ai dit tout simplement que je souhaitais aller en Arabie Saoudite pour aller étudier, car j'ai entendu que là-bas, voilà, les études étaient très bien, c'était structuré. Et moi, j'aime bien hein, quand il y a une structure. J'ai besoin de ça, Hmm. d'un cadre. À ce moment, eh ben, il me dit, ben, c'est très simple. Voilà, tu passes demain dans mon bureau et on remplit les papiers ensemble. Ce fut le cas. Donc, le lendemain matin, je me suis rendu dans son bureau et là, il me propose deux dossiers. J'avais le choix. Soit je choisis l'université de Médine ou l'université de la Mecque. Hmm. Alors, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui... Ah, donc, avant de parler de ce Oui, choix-là, on va faire oui. tenir nos auditeurs en haleine. Euh, Pourquoi est-ce que cette personne-là a décidé de vous aider comme ça? Je sais pas. Très bonne question. Franchement, cette personne-là, je sais pas. En tout cas, quand on la récompense, elle a vraiment tenu à nous aider. Vous la Je connaissiez sais pas pas, avant? peut-être C'est que... comme ça du Non, jour. du tout, Hmm. du tout. Alors moi, j'ai su c'était qui. J'ai su c'était qui, allez, 10 ans après. Cette personne-là, Waouh. j'ai jamais, ah oui, 10 ans après. En fait, quand j'ai visité même sa maison, il avait des photos avec de très grandes personnalités que je ne veux pas mentionner maintenant, mais bon, c'était vraiment quelqu'un qui était connu. Et là, Hmm. moi, j'ai su que c'était quelqu'un qui était connu, mais voilà, j'ai pas cherché à savoir, vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie. D'ailleurs, je lui ai jamais posé la question. Je l'ai rencontré Hmm. 3, 4 fois et je lui ai jamais posé la question, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que non, jamais. Voilà, j'ai vu que c'était quelqu'un qui voulait faire du bien. Et vraiment, c'est voilà. Et c'était ça ma requête, j'avais que ça comme requête. Et alhamdoulilah. Et il Il nous a savait que vraiment vous étiez aidé. des Donc, étudiants. oui, oui, ça renseigné. On dit, nous, on est venu étudier, on est venu de France, on est venu étudier la langue arabe. On est venu pour ça. Et puis, voilà, il a su ça. Ouais. Et, il a voulu nous aider. Il a voulu nous aider. C'est vrai que, subhanallah, il était très engagé. Très engagé. Donc, pour ça, donc, alhamdoulilah, moi, j'ai pu me présenter donc à lui pour le choix de l'université. Vous étiez Et les choix de sociable, vous? l'université. Vous étiez très Pardon? sociable, c'est-à-dire vous parliez beaucoup avec les gens en Égypte ou vous étiez un peu introverti dans votre coin? Alors, moi, je suis de nature, on va dire, assez sociable. Je suis pas quelqu'un qui va peut-être forcément faire le premier pas, Ouais. mais je suis quelqu'un qui est assez sociable. C'est-à-dire, il suffit que tu commences à échanger avec moi, que tu vois que, voilà, il y a possibilité d'échanger. Je suis pas du genre fermé où Hmm. je te fais comprendre qu'au bout de la deuxième question, voilà, tu pèses un Ouais. peu et voilà, j'ai pas envie d'échanger. Non, non. Je suis quelqu'un, on va dire, qui est, voilà. Je vais pas souvent faire le premier pas, mais si je discute avec quelqu'un, voilà, je peux tenir une discussion sans aucun problème. Pas de D'accord. problème. Voilà, ça. Ok. Donc revenons à ce choix entre la Mecque, l'université de la Mecque et de Médine. Effectivement. Donc là, il m'a présenté deux dossiers. Un dossier où, voilà, euh, composé d'une seule page à 4, et un autre dossier de 2 pages à 4. Donc, bon, j'ai été vers la facilité, hein. Donc, j'ai choisi l'université où il fallait remplir qu'une seule feuille. Ce fut l'université de la Mecque. Tout simplement, enfin, on me pose la question pourquoi je suis venu à la Mecque. Tout simplement parce que c'était plus rapide à remplir la feuille. Et c'est vrai, dans le temps, c'était même pas une feuille à 4, hein, c'était la moitié d'une feuille à 4 à remplir. Et en bas, il y avait les conditions pour pouvoir rejoindre l'université. Donc, j'ai fait ça, alhamdoulilah. Et puis, voilà, mon dossier a été poussé. Il a été présenté, hein, d'après des dires ici. Des personnes m'ont dit que, voilà, le dossier a été présenté en main propre au doyen. Voilà, j'ai eu une acceptation qui était assez rapide dans le temps. Enfin, il y avait une attente de 2 heures. Et là, C'est tout? de 2 heures, excusez-moi, de deux Ouais. ans. 2 ans, ah oui, 2 heures. Et, ouais, non, c'est pas 2 heures, non, de D'accord. 2 ans. 2 ans quand Deux, même. Ouais. 2 ans, oui, c'était ça, la temps d'attente. Et moi, j'ai attendu peut-être 6 mois. Donc, c'était très rapide. Ah, le temps moyen, c'est 2 ans et toi, tu l'as eu au bout de 6 mois. D'accord. Au bout de 6 mois, j'ai reçu le visa et je suis parti après. Bah, après, je suis Et toi, parti à la Mecque en à attendant, 5 mois toi, aussi. tu espérais, Ouais. ou t'avais laissé de côté un petit peu.
Ah, j'avais complètement oublié, hein, tout simplement. Moi, j'ai En reçu une général, lettre c'est à la ça, hein. maison, C'est hein. des écoles comme ça, Ouais. tu postules et t'oublies parce que tu sais jamais Exactement, dans tu tellement de postules, tu temps. oublies, tu fais ta vie, et puis voilà. Et j'ai Ok. reçu une lettre à la maison m'informant que je suis accepté à l'université de la Mecque. Donc là, voilà, le voyage a commencé. Je suis rentré en France. J'ai fait les paperasses. T'étais déjà rentré en France? Non, pas encore. Non, non, j'étais encore en Égypte là. Ok. Là, j'étais encore en Égypte. J'ai reçu le billet le lendemain, quasiment, j'étais en France. J'ai fait toutes les démarches et puis voilà, je suis parti Tu à devais la être Mecque. content, là, le jour où t'as appris Ah ça. oui, ah oui, très heureux. Je peux te dire, hein. Dès que j'ai reçu la nouvelle, j'ai pris un taxi. Je suis parti au centre-ville dans une agence de voyage. Dans le temps, c'était pas sur Internet, hein. Dans une agence de Ouais. voyage pour acheter mon billet et puis voilà. Et en Et plus, je suis rentré j'imagine en que France. t'étais déjà vers la fin de ton budget pour l'Égypte ou un truc comme ça, non? À ce Oui, moment-là. oui, là, c'était, ouais, c'était vraiment, là, c'était très, très just, là, ça y est. Mais il n'y avait plus rien, là, ça y est. Il n'y avait plus rien, là. On avait touché Non, le on se dit fond. ça y est. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Dieu l'a, Alhamdulillah. Dieu lui donne. Alhamdulillah. On était très heureux, hein. Voilà, j'étais très, très heureux. Moi, j'ai passé les plus beaux jours, hein, de ma vie, en Égypte, malgré que, voilà, c'était vraiment, comme on dit, serrer la ceinture. C'était il y avait même plus de trous. Il fallait faire des trous dans la ceinture pour la serrer. Mais alhamdulillah, franchement, je me plains pas. Je ne me Alhamdoulilah. plains pas. Au Donc tu contraire. rentres en France quand même, parce que Je rentre en c'est France, pour donc se je fais les préparer. papiers. Ensuite, voilà, je me prépare. Je vais à la Mecque. Je suis le premier élève qui arrive à la Mecque, tellement que j'étais pressé. J'ai réussi à avoir le visa rapidement. Donc, je suis le premier élève qui arrive à la Mecque. Donc, on m'accueille là-bas. Et puis voilà. Et je commençais mon cursus. Donc là, je vais te résumer le cursus parce qu'il est très long. Donc, j'ai fait Ouais. l'Institut de langue à la Mecque. Ensuite, je suis rentré dans la faculté de jurisprudence, Sharia. D'accord. Ça, je suis Mhm. rentré en donc 1427, c'est-à-dire en 2006, je suis Ok. rentré en faculté de jurisprudence. J'ai terminé la faculté. Ensuite, j'ai basculé en master. D'accord. J'ai fait mon Faculté, c'est quoi? magistère C'est une en sorte de sécurité. licence? C'est une licence, ouais, en quatre Ouais. ans. Mhm. Licence en 4 ans. Ensuite, j'ai le master, le magistère. C'est un master en recherche, donc avec une thèse. Euh, Là, j'ai fait 5 ans dans mon master. D'accord. Avec une thèse qui était sur... bon, moi, je suis un peu spécialisé, on va dire, entre guillemets, hein, si on peut dire cela, dans tout ce qui est, tout ce qui touche aux pays, les pays à minorité musulmane, ce qu'on appelle l'aqaliyat. Donc, Ouais. mes deux thèses, moi, portaient sur ça. La première thèse en master sur les règles de la jurisprudence et les effets sur les questions qui sont liées aux pays à minorité musulmane. Donc, on a Mhm. Super énormément intéressant. de questions Ouais. qui nous touchent, voilà, qui nous concernent. Et on a des règles de la jurisprudence, parmi les règles connues que tout le monde connaît, quand on dit ad-darurat tubih al-mahdhurat, parce qu'on dit qu'en cas de nécessité, l'interdit devient permis. D'accord? Mhm. Donc, ça, c'est une des règles, par exemple, de la jurisprudence de Qawa'id al-fiqhiyya. Mhm. Et ben voilà, donc en fait, j'avais cette relation avec ces règles et voilà, la relation entre les règles et toutes les questions à minorité musulmane. Parce que malheureusement, des fois, ces règles sont utilisées, c'est un peu, voilà, ça a Ces règles sont c'est double utilisées tranchant. simplement, tu disais, pardon? Ben, des fois, elles sont mal utilisées, ces règles. Ouais. Donc, ces D'accord. Par règles-là, ouais, exemple? elles sont très mal utilisées. Bah, l'exemple connu, hein, de la fatwa qui est la fatwa phare aujourd'hui, qui Ouais. est est-ce qu'on a le droit de faire un crédit, voilà, pour acheter une maison. Donc, Mhm. cette fatwa qui est connue, qui est sortie d'un comité qui est connu, se repose sur 2 points. Et dans l'un de ces points, on retrouve la règle, al-qa'ida al-fiqhiyya, qui est ad-darurat tubih al-mahdhurat. Oui, Mhm. ils ont utilisé que donc en cas de nécessité, l'interdit devient permis. D'accord? Et l'exemple qui est connu, c'est l'exemple qui est mentionné dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jal nous parle de le khinzir, nous parle de manger le porc, et il nous dit que فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Quant à Mhm. celui qui est qui se trouve en cas de nécessité, hein, donc on donne l'exemple de celui qui va se trouver dans le désert, qui n'a pas de quoi manger, là il a le droit de consommer de la viande de porc. Mhm. C'est permis. Pourquoi? Car il est dans un cas de nécessité. D'accord. Mhm. Ça, c'est une règle, c'est ce qu'on appelle une règle des qawaïd al-fiqhiyya. Donc, c'était ma thèse à porter sur tout l'ensemble de ces règles. Elles sont nombreuses. D'accord. L'ensemble de ces règles qui vont. Donc là, par rapport à notre question de la fatwa phare, là, oui, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce qu'une personne a toujours la possibilité de louer. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire, certes. On rêverait d'être propriétaire. Certes, c'est un rêve, ok. Mais en soi, on a la possibilité de louer. Donc, on ne se retrouve pas dans un cas de nécessité. Et le cas de la nécessité en soi, c'est vraiment lorsque ta vie voilà, ta vie voilà, est engagée ou bien que tu risquerais comment dirais-je, de perdre un membre.
ou de te trouver dans une situation d'handicap, ça, c'est un cas de nécessité. Dans le cas contraire, on n'appelle pas ça un cas de nécessité. D'accord? La personne qui est dans le désert, effectivement, il risquerait de tout simplement mourir. Donc là, il est dans Mhm. un cas de nécessité. Donc voilà, ça c'est un exemple hein, parmi tant d'autres concernant ma thèse master. Ensuite, après cette thèse, donc j'ai validé un doctorat. J'ai fait un doctorat, pareil sur 5 ans, et toujours spécialisé dans la jurisprudence, avec toujours cette spécialité sur les pays à minorité musulmane, de manière générale, voilà, l'Europe, hein. Et donc là, la thèse de doctorat, elle portait par contre sur une analyse, l'analyse de la méthodologie de deux grands comités qui sont connus. Un très grand comité qui est en Europe, qui est connu, et un second qui est aux États-Unis. Donc, c'est les deux gros comités, on va dire, les deux plus grands comités en Europe. MJA, Et MJA, je crois, aux États-Unis, un truc comme ça. AMJA, exactement, Mhm. AMJA, voilà, qui est dirigé par Salah Saoud. Donc, c'était une comparaison entre la méthodologie de AMJA et Mhm. celle du Majlis al-Europi, le comité européen de la fatwa. Et dans leur méthodologie, quelle est leur, leur approche, tout simplement, lorsqu'ils analysent, lorsqu'ils étudient une question juridique, lorsqu'ils étudient une nazila, une question qui est nouvelle, euh, quelle est leur méthodologie, tout simplement. Mhm. Donc, c'est une thèse voilà, qui est assez longue. Et j'ai pu faire voilà, on va dire des comparaisons entre ces deux gros comités et sur plusieurs questions, avec plusieurs critères, hein, soit au niveau de la liste, on appelle les listes de l'aile, hein, les preuves qu'ils vont utiliser, leur méthodologie, c'est-à-dire lorsqu'ils abordent une question, est-ce qu'ils commencent par quoi? Est-ce qu'ils commencent par faire le schéma basique, qui est de regarder est-ce qu'il y a une preuve dans le Coran, dans la Sunna, est-ce qu'il y a un consensus des savants, est-ce qu'on a une parole de certains compagnons, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une étude il y a une partie qui était sur ça. Après, il y a une autre partie où certains comités vont être des fois un peu plus larges sur certaines questions, enfin, certaines questions, certains fondements, si on peut dire ça, que d'autres. Voilà, Mhm. que d'autres. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai validé ça il y a plus d'un an et demi, hein, plus d'un an et demi, bientôt 2 ans, mon doctorat. Et voilà. Ça, c'est mon cursus au niveau de ma formation, si on peut dire cela. J'imagine que tu as suivi ce sujet pour avoir une science qui soit utile pour voilà, ton pays d'origine Exactement. et Exactement. Donc, pouvoir toutefois, aider, oui, quoi. c'était pas anodin, hein. C'était pas Mhm. anodin, c'était vraiment pour essayer d'apporter ces petites pierres, on va dire, à l'édifice, essayer de contribuer à notre manière, à notre échelle, voilà, à aider nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui vivent dans ces pays-là. Donc, moi, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai jamais été coupé. Chaque année, je suis en France pour voilà, 1 mois, 2 mois, un peu plus, un peu moins. Mhm. Donc, je suis jamais coupé, on va dire, jamais été voilà, coupé de ce milieu, de ces pays. Donc, voilà. On te consulte régulièrement sur ces questions-là, justement de Oui, l'Aqaliyyat, donc les situations en oui, France, qu'est-ce qu'on oui, peut oui, faire, bien sûr. etc. Oui. Oui, j'ai reçu, oui, bien sûr, donc plusieurs fois. Après, on a plein de questions, des questions qui touchent dans l'ordre des adorations, la purification, la prière, la zakat, du jeûne, Mhm. et puis le hajj, le commerce, hein, dans le commerce. On a plein de questions qui viennent, bon, donc, sont souvent sollicitées par rapport à ces questions-là, oui. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent vraiment Après, ouais, on a toujours les questions phares, hein. Oui, bah, ouais. comme je te dis, les questions phares, hein. Les questions phares, tu vas commencer. Donc, dans la prière, ça va être le fameux, quand en été, je sais pas tu es de quelle zone toi exactement, Abdelrahman, mais en été, on a cette problématique où l'Aïcha, il est très tard. Est-ce que je Ouais, peux regrouper le Maghreb et l'Aïcha, par exemple? D'accord. Ça, c'est au ouais. niveau de la prière. Ça, c'est les questions qui sont vraiment phares, les questions on va dire, répétées. Pour le jeûne, oui, on a toujours le problème des calendriers. Donc, Ouais. lequel je me base. J'ai 3 mosquées autour de moi, un qui se base sur tel calendrier, sur tel calendrier. Mhm. On va avoir après dans tout ce qui est, encore une fois, comme je dis, tout ce qui est le relationnel, donc muamalat, cette question, encore une fois, de l'emprunt. Est-ce que je peux emprunter? On va Mhm. avoir cette question dans la zakat. Est-ce que je peux déduire mes impôts, par exemple, de la zakat, les impôts que j'ai un pays? Est-ce que je peux les déduire de la zakat? Euh, Après, on a les questions basiques, je l'appelle basiques, voilà, qui sont présentes dans les pays à minorité, mais aussi dans d'autres pays par rapport au mariage, d'accord, par rapport aussi au divorce. Voilà, on a toutes les fameuses questions qui vont se poser, hein, et ça, c'est une Mhm. problématique qui est présente dans le monde. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, on a certaines thématiques qui, elles, qui ressortent, qui ressortent souvent. Toutes ces questions-là, elles sont assez, toi, tu les trouves assez simples à gérer ou elles font toujours
débat, c'est pas des questions, on a des réponses claires encore. Bah, c'est des questions en fait qui sont assez difficiles et ça c'est la nature de El-Nazila. C'est-à-dire que El-Nazila qu'on peut traduire par les questions qui sont nouvelles, les quatre circonstances qui se présentent à nous, qui auparavant n'étaient pas présents ou bien n'étaient pas présents sous cette forme. On a des cas qui étaient, voilà. Par exemple, le, le fait de regrouper la prière entre le Maghreb et l'Isha, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. C'est quelque chose qui était présent. Mais dans le contexte dans lequel on est, d'accord, avec la problématique qu'on a, que l'Isha va jusqu'à 23h30, minuit, hein, en été, et le Fajr qui est à 4 heures du matin, d'accord? Pour certains, même des fois même plus tôt. Donc, on a ce contexte-là qui vient se présenter, qui vient ajouter voilà, à ce qui est assez compliqué. Donc là, nous, la démarche va être de revenir, bien sûr, sur les textes et les analyser. Et les savants vont diverger au niveau de la compréhension, bien sûr, des textes, hein. Donc, certains vont prendre le hadith de Ibn Abbas qui évoque que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regroupé, hein, entre le Dhuhr et le Asr, si je ne me trompe pas, hein, sans raison particulière, ni de peur, ni Mhm. de suite à la pluie. Et que dans cette version, il est dit que c'était le prophète a fait ça pour ne pas mettre voilà, sa communauté dans la gêne. Euh, eh bien, on va analyser ça. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut se baser sur ce hadith-là pour dire qu'en soi, tout ce qui ne fait pas partie de l'a'dhar al-shar'iyya, donc les raisons, on va dire, religieuses, hein, qui sont connues, la maladie, le voyage, la peur, d'accord, c'est les causes, la pluie, donc c'est les causes qui sont connues pour pouvoir regrouper à la base. Autre que ces causes-là, est-ce qu'on peut, voilà, être un peu plus souple et élargir et dire, voilà, le fait que le lendemain, peut-être, on travaille, que le lendemain, on a des cours, qu'on risquerait voilà, perturber notre sommeil, ceci, cela. Est-ce que c'est une raison soit valable pour se dire qu'on regroupe, hein, par exemple, hein. Bref, pour apporter ce petit plus à nos auditeurs et nos auditrices, moi, ce que je réponds par rapport à ça, c'est qu'il y a tous, on a le droit de regrouper, mais par contre, attention, on le fait vraiment de manière ponctuelle. C'est-à-dire, si j'ai enchaîné 2 semaines, 3 semaines, et c'était voilà, très difficile, et là, je commence à arriver sur les rotules, je commence à être très fatigué, je ne tiens pas. Il n'y a aucun mal que tu pries le Maghreb, et ensuite tu pries l'Isha, et tu vas te reposer. هذا يجوز. Voilà. Mais de faire en sorte que dès que l'été approche, je me mets en mode jam', d'accord, j'active le mode regroupement, ça non. D'accord, on reste à la base sur les horaires qui sont définis. Allah Azza wa Jalla dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah Azza wa Jalla dit que la prière a été décréée aux croyants à des moments bien précis. Donc, on se doit de respecter ça. Voilà, voilà, concernant les questions Très bien, redondantes. très bien. Euh, et toi, de ce que tu vois, en fait, tes contacts avec la France, est-ce que tu vois que les gens sont intéressés à toutes ces questions-là, c'est-à-dire qui cherchent vraiment à se renseigner auprès de personnes compétentes? La majorité passe par là ou bien ils essaient de trouver leurs réponses par eux-mêmes, elles font leur propre, entre guillemets, ijtihad, leur propre réflexion, raisonnement. Selon toi, c'est quoi la situation actuelle des musulmans concernant ce genre de sujet? Oui, tout à fait. Les musulmans, alors, on a ce qu'on appelle cet éveil, hein, cet éveil de la dawa actuellement, et on peut pas le nier. Donc, les musulmans sont assez sensibilisés sur certaines questions, même si, bon, on a aujourd'hui, certaines technologies, voilà, les réseaux sociaux et autres, qui, des fois, des fois, je dis bien, des fois, n'ont pas arrangé la situation, mais de manière générale, les musulmans sont assez sensibilisés sur des questions, les questions basiques, les questions autour de l'adoration. Ça, c'est mon ressenti à moi, hein, à travers les échanges que j'ai pu avoir avec certains musulmans, certains des amis et de l'entourage, qu'ils s'intéressent à ces questions, ils cherchent à avoir une réponse, même si ils vont interroger sur Google, souvent ils ne trouvent pas voilà, des réponses ils trouvent des réponses des fois qui sont contradictoires, ils ne trouvent pas une réponse qui est assez claire. D'où voilà, ils prennent les sessions et la démarche de consulter, d'interroger, de poser des questions à d'autres personnes. Donc oui, je suis souvent sollicité dans cela et je peux dire que voilà, les musulmans, il y a cet éveil de la dawa qui est toujours présent, alhamdoulilah. Et c'est un bien, il faut profiter de cet élan, profiter de ce moment-là pour essayer de proposer des contenus aux musulmans, pour essayer de les accompagner, pour essayer de les aider à cheminer spirituellement et aussi au niveau de leur
dans leur religion, c'est important. Donc, moi, je vois que, alhamdoulilah, il y a une certaine, voilà, les musulmans sont assez sensibilisés par rapport Hmm. à les questions qu'on vient d'évoquer. Très bien. Donc, revenons à ton parcours. Donc, tu étudies pendant, alors, tu fais 1 an de langue arabe, puis 4 ans de faculté, puis 5 ans de master incluant une thèse. Donc là, on est déjà à 10 ans. En parallèle, tu travailles ou un petit peu, ou Alors, tu as une bourse. Je crois que ils te donnent une bourse, hein, mais elle est assez petite. oui, oui, oui. Alors, dans le temps, oui, oui, on a une bourse qui est assez petite, hein, qui généralement ne suffit pas, hein. Donc, oui, en parallèle, bon, du fait qu'on est à la Mecque, on a, pendant des années, baigné dans l'accompagnement religieux par rapport au Hajj et à la Umrah. Donc, j'ai baigné pendant des années, j'ai travaillé pour les plus grandes agences, hein, dans le temps, hein, dans les plus grandes agences en France, jusqu'à même lancer ma propre agence, hein, et organiser Hajj et Umrah, le dernier qui était avant le remaniement, avant le Covid, le 2019, Mhm. et qui s'est d'ailleurs très très bien déroulé. Donc voilà, c'est ça notre activité, on va dire, l'activité en soi, hein. À part les études, on a accompagné les pèlerins et, euh, et les mu'tamirines, ceux qui venaient faire la Umrah. Et voilà, donc on prenait notre petit billet, on va dire, en contrepartie de temps. Donc ça nous a permis aussi, bien sûr, à vivre ici. Donc je travaillais pas, hein, j'étais vraiment ici. Quand j'étais ici, je ne travaillais pas, si ce n'est que voilà, dans l'accompagnement, dans le hajj de la Umrah. C'est très bien comme ça, parce que c'est vraiment une opportunité pour la dawa. Et Ouais, la Mecque, du fait que c'est le lieu où on rencontre tout le monde, alhamdoulilah, j'ai pu faire de très très belles connaissances et profiter, j'ai pu profiter, j'ai pu euh, essayer de partager, on va dire, de donner cette petite zakat, hein, cette petite zakat annuelle que les étudiants se doivent de donner. Donc, on a pu la faire, alhamdoulilah, depuis qu'on est à la Mecque. Et bien sûr, à chaque fois qu'on rentrait en France en été, voilà, on a pu, alhamdoulilah, avec la mosquée, la grande mosquée de ma ville, organiser des séminaires chaque année. Et on a fait, voilà, de très, très beaux séminaires qui ont permis de faire des découvertes, de très belles découvertes par rapport à des étudiants qui sont partis d'ailleurs étudier par la suite. Et, voilà, c'est tout. Et ça, ces Mhm. séminaires, ça a commencé en 2007 jusqu'en 2018, non-stop Ok, chaque année. ok. Mm. Donc, ces études-là là, que tu as suivies, tu as fini en 2013, 2014? J'ai fini. Alors non, tu rajoutes ensuite les 5 ans de doctorat, hein. On n'a pas ajouté Ah, doctorat. ah, il y a le doctorat après. D'accord, c'est pas Ah fini oui, après le master. 5 années. Ok, Après le master, il y a eu le doctorat, 5 années aussi. ok. 5 années. Donc, C'était quel sujet? c'était sur ce que je t'ai dit, je t'ai mentionné la comparaison. En fait, enfin, Ah, je t'ai d'accord. évoqué, moi, deux thèses Ouais, je t'ai ouais. évoqué deux thèses. Enfin, on a eu à la première les qawa'id al-fiqhiyya, donc les fondements, les règles de la jurisprudence avec les relations, euh, questions qui sont liées pays à la minorité musulmane. Ça, c'est en master. Et en doctorat, c'était la comparaison entre les deux comités de la fatwa, D'accord. Oui, européen et je vois. Ok. États-Unis. Ouais. Donc Donc, 2018, là, tu termines complètement. voilà. On va dire ça c'est sans compter les petites pauses Hmm. que j'ai dû prendre hein, pour X ou Y Ouais, raison. Mais on va dire officiellement, je terminé, on va dire début 2022, officiellement, on va dire, quand j'ai tout terminé et que j'ai fait ma soutenance. D'accord. Parce qu'après, quand on termine la ouais. thèse, on a toujours un battement, un temps d'attente et autres. Donc, on va dire soutenance terminée début 2022. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, tu es toujours installé en Arabie Saoudite, à Toujours en Mecca. Arabie Saoudite. Tu Ouais, comptes y toujours en rester. Arabie Saoudite. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que tu y fais maintenant que tu as fini tes études? Et en plus, tu as commencé sur d'autres projets il y a quelques années déjà, un petit Exact, peu maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un exact. petit peu ce que tu fais? Alors, on va dire que je suis actuellement sur trois projets. Donc, le premier projet, qui est le premier bébé qui a vu le jour en 2020 pendant la période de Covid, qui est Maïdars, donc l'Institut Maïdars. Cet institut, on a voulu lancer un institut, mais qui respecte ou qui, on va dire, met en avant certaines valeurs et des objectifs bien précis qu'on a pu régler aussi à la fois quelques problématiques qu'on a pu remarquer dans les cours en ligne. Donc, Maïdal, c'est un ensemble, un groupe de professeurs. On est 7 professeurs, tous diplômés des plus grandes universités. Et on propose des cours de religion sous des formats, on va dire assez innovants. Donc, on a trois formules qu'on propose avec un suivi. Donc, on essaie de faire en sorte de mettre le paquet sur le suivi. Donc, ce sont des cours en ligne, ils sont tous en live, donc, nos cours. Toutes les sessions qu'on a pu faire, c'est pas des cours enregistrés, mais c'est des cours en live, car on met en avant le suivi, mais avant tout l'interaction. L'interaction, on en a fait voilà,
l'une des, comment dirais-je, des points de nos valeurs à nous, hein, l'interaction dans le cours avec l'élève, car les cours sont à distance et on a voulu vraiment essayer de retirer cette barrière qui peut être présente entre le professeur et l'élève avec voilà un suivi. Chaque cours sont des cours qui sont aussi disponibles en replay avec un questionnaire, avec un PDF qui est présent chaque fois. Mais avant tout, c'est avant tout le corps pédagogique, les professeurs qui sont investis et qui donnent tout pour l'enseignement de leur professeur, de l'enseignement de ces matières. Donc, on a les matières qu'on a appelées MAI. Ces matières-là, c'est en soit de se spécialiser. D'accord, c'est 3 heures par semaine. Donc, c'est un concept qui est particulier parce qu'on a 2 heures de cours et on a 1 heure de révision. Car nous, on ne veut pas simplement avancer pour avancer. Non. On veut avancer et s'assurer que les élèves aient assimilé et voilà, qu'ils aient compris le cours. Et on a pu tester cette méthode et on a vu qu'elle était très bénéfique, hein. J'ai personnellement fait un examen, on va dire, surprise à mes élèves. Et voilà, le résultat, c'est qu'ils ont tous eu de très bonnes notes. Car on a les cours et on a à la fois la révision. La révision, cette heure de révision, elle est très bien parce que c'est une heure, comme je le dis, moi, c'est une heure qui appartient à l'élève. Donc, c'est là où on ouvre la discussion. L'élève va discuter avec le professeur, on va échanger sur le cours, on va revenir sur le cours, on va corriger les questionnaires, on va épurer ensemble et voir le questionnaire de suivi, parce qu'on a un questionnaire qui est suivi pour chaque semaine. L'élève remplit un questionnaire de suivi, voilà, pour s'assurer et voir l'évolution de l'élève. Donc ça, ce sont les matières, donc matières enfin, différentes formules qu'on a à Maïdas. On a la matière à la carte, qui elle, c'est 1 heure par semaine, car quand on a fait, a lancé un questionnaire avant le lancement de l'Institut, et on s'est rendu compte que 42% des personnes sondées ont dit qu'ils étaient prêts à donner que 1 heure par semaine pour apprendre leur religion. Donc, on a fait ce programme-là pour eux. Mhm. Et c'est l'un des programmes voilà, où on a le plus d'élèves d'ailleurs. C'est l'un des programmes où on a le plus d'élèves, les matières à la carte. On a 7 matières, d'accord? Donc, on va avoir le tafsir, le hadith, la aqidah, le fiqh, la sira. On va avoir une matière dédiée aux femmes qu'on a appelée pour elles, d'accord, avec une professeure femme. Et on a une matière aussi qui est 100% dédiée aux adolescents, hein, qu'on appelait pour elle ado. D'accord. Donc ça, c'est les différentes matières qu'on a au sein de l'Institut. Alhamdulillah, depuis 2020, alhamdulillah, Mhm. voilà. De bouche à oreille, de fil en aiguille, on commence à se faire un peu connaître. Et voilà, on a un très bon taux de satisfaction de la part des élèves. Alhamdulillah, très beau retour. Très, très beau retour. Ok. Ok. Et Donc ça, l'objectif c'est derrière, vous avez le type de personnes que vous voulez former. Vous avez un objectif derrière, une mission, c'est l'enseignement de alors, manière générale ou... nous, on a plusieurs objectifs par rapport à ça. C'est-à-dire, ce qu'on vise, nous, on vise, nos programmes, ils visent tout le monde. Nos programmes, ils visent tout le monde. D'accord? Donc, c'est les premiers programmes qu'on a, le programme de base qu'on a, ça vise vraiment tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça peut être une personne qui est débutante, comme une personne aussi qui a des notions, comme une personne qui est, entre guillemets, assez avancée. Parce que dans les matières aussi qu'on propose, on a une formule qu'on a appelée My Usul. Et cette Mhm. matière-là, elle s'adresse, voilà, à ceux qui connaissent l'arabe, qui souhaitent apprendre la religion en arabe, mais avec un arabe qui est quand même assez adapté pour un public francophone. Mhm. D'accord? Donc, on a cette matière qui est présente, qui est enseignée par le professeur Najib. Et voilà. Donc, on propose on va dire des cours à l'ensemble de la communauté, hein, l'ensemble de la communauté, alhamdulillah. Et les cours sont, surtout quand on est dans les mailles, c'est des cours qui sont, voilà, assez poussés, alhamdulillah. Les élèves découvrent énormément de choses, se spécialisent. Et à la fin même des 2 années, hein, Mhm. parce que les mailles, c'est un cursus sur 2 ans, eh bien, ils en redemandent encore. Ils veulent une troisième, pourquoi pas une quatrième année. Donc ça, c'est au niveau des formations qu'on a qui sont payantes. On a un deuxième volet dans l'Institut qui sont, voilà, des interventions et des formations qui sont ouvertes à tout le monde. Donc on a ce qu'on appelle les Speedfire qui sont animés par moi-même. Speedfire, en fait, le concept, c'est un live. Et voilà, on aborde une thématique, les gens posent leurs questions, on essaie d'y répondre, d'accord? On essaie d'aborder des thématiques, hein. Toutes ces thématiques-là, d'ailleurs, sont présentes sur notre chaîne YouTube. On a les cercles de lecture, donc on définit un livre à peu près un mois en avance, et avec une date où on se donne rendez-vous, voilà, à la date anniversaire, et on échange autour de ce livre. On a ce qu'on appelle My Conférence, donc ça, c'est Mhm. voilà, les simples conférences qui sont présentes, soit My Conférence ou My Ramadan, soit les conférences pendant le mois de, de Ramadan. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est les activités, c'est vraiment ouvert à tous. On essaie d'en faire deux fois par mois, d'accord? Des fois, on en fait plus. Par exemple, là, ce mois de septembre est un mois qui est assez chargé, hein.
on a 2 interventions dans la semaine. Donc, alhamdoulilah, c'est, bon, ça, c'est accès un peu, on va dire, à tout le monde. C'est quelque chose qui est accès ouvert à tout le monde. Ok, ok, ok. Donc vous avez, ouais, vous attirez des profils différents, donc débutants, entre guillemets débutants, voire et des personnes avec un niveau plus intermédiaire selon les besoins. Exact- Très bien. Donc ça, c'est Exactement. la première activité sur laquelle tu C'est la es. première activité Mhm. qui est toujours d'actualité, alhamdoulilah. Et on vient d'ailleurs tout de suite de terminer, de clôturer les inscriptions pour cette rentrée de septembre. Donc Ensuite, la deuxième, mydars.net, pour ceux qui sont intéressés. mydars.net, c'est exactement le Mhm. site, ça. Mydars.net. Ensuite, la deuxième activité, c'est Sakina Consulting. Mhm. Sakina Consulting qui, lui, alors, ça, c'est une idée qui était présente depuis un moment, depuis des années. C'est un cabinet. C'est un cabinet, mais un cabinet, on prétend, on espère, on ne s'est pas trompé dans ça, qu'on est les premiers en France à proposer ce type de service. C'est un cabinet qui accompagne les personnes dans leurs projets, dans leur activité professionnelle ou associative, euh, afin de les sensibiliser sur la conformité, dans l'éthique. On essaie de proposer euh, différentes formules. Donc, nous, voilà, c'est avant tout de sensibiliser parce qu'on sait que la communauté a besoin d'être sensibilisée. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ne se renseignent même pas sur la nature de leur activité, l'activité qu'ils mènent, sur la conformité. Est-ce que la nature, l'activité dans laquelle ils sont, est-ce qu'elle est licite? Est-ce que les process mis en place, euh, côté relationnel, est-ce que tout ça est éthique? Donc, en fait, il y a plein de domaines. Certains se disent, bon, bah, c'est bon, de toute façon, je suis dans tel ou tel domaine, je suis dans du commerce, bon, donc, j'ai pas besoin d'être accompagné ou autre. Non. Donc, nous, on essaie de sensibiliser les gens sur l'importance de se renseigner sur la conformité de leur activité. On a aussi, parmi nos valeurs, on a l'accompagnement. Donc, on accompagne les gens à travers euh, différents services que je vais peut-être présenter par la suite. On a côté formation, parce qu'on veut vraiment former les gens. Et sensibiliser les gens passe par la formation. Il faut former les gens. Mhm. Et voilà, on a aussi ce côté-là certification. On est très ambitieux. On souhaite lancer une sorte de certification, un peu comme les grandes certifications aujourd'hui connues dans la viande et autres, pour pouvoir, entre guillemets, délivrer, excusez-moi, un label à la personne qui aura bien, on va dire, coché toutes les cases, hein, et rempli Mhm. toutes les conditions. Donc voilà, on est vraiment là, essayer d'aider les gens face aux défis auxquels ils font face en tant que professionnels musulmans, voilà, que ce soit au niveau de la structure de la société, au niveau des pratiques commerciales. Voilà, on est vraiment là dans ce côté-là. Le service qu'on essaie d'apporter, alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices essaient de comprendre un peu, aujourd'hui, on a des cabinets de consultants qui sont présents, mais qui s'adressent uniquement à des grosses sociétés, de grosses structures, ça va être des grosses banques, ça va être de très grosses sociétés, qui, eux, au sein de leur société, ou, ou bien de manière indépendante, ont des comités, des charia board, hein, qui vont venir et qui vont être là et qui vont intervenir, d'accord? Mais l'entrepreneur, le monsieur tout le monde, aujourd'hui, il peine des fois à trouver des personnes qui puissent l'accompagner. Il peine à trouver des personnes habilitées, compétentes pour pouvoir répondre à ces questions qui, des fois, sont importantes pour pouvoir prendre une décision dans son activité. Mhm. Aujourd'hui, des gens vont essayer d'envoyer des mails à gauche, à droite sans pour autant avoir des réponses. Donc, ils peinent à trouver un cadre, un service qui est 100% personnalisé. Car au sein de Sakina, on propose que des services 100% personnalisés, hein. Donc, les services qui sont proposés à un client ne sont pas forcément les mêmes qui seront proposés à un autre client. Donc, on essaie vraiment de proposer des services qui sont 100% personnalisés. Car encore une fois, l'activité de la personne A n'est pas la même que celle de voilà, la personne B et ainsi de suite. Mhm. Donc, voilà, on a comment dirais-je, donc ce cabinet-là qui est composé de deux personnes qui sont avec nous, qui chefs de cabinet, avec des consultants qui sont diplômés, des docteurs, des experts, des personnes qui sont des auditeurs certifiés, des personnes qui sont diplômées en, en économie islamique, qui est beaucoup plus large que la finance islamique. Euh, voilà, donc on propose différentes formules. On a des formules pour la personne qui a déjà lancé son activité. Donc nous, on souhaite avant tout, on le dit toujours, hein, on a cet adage qui est présent dans la jurisprudence où on dit que al-hukm far'un an tasawwur. Que tu ne peux pas donner un statut sur une chose si tu ne connais pas la chose en soi. Mhm. Donc à chaque fois, nous, on passe par un audit. On fait un audit sharia. Donc cet audit-là, où on va passer au peigne fin l'activité de la personne pour à la fin lui faire des recommandations et lui permettre d'améliorer
service, hein, permettre d'améliorer voilà, le déroulement de son activité. À l'issue de cet audit, on lui propose des modules de Oui. formation 100% encore une fois personnalisés par rapport à son activité à lui. D'accord? La personne qui est dans le commerce, c'est pas le même statut que la personne qui fait de l'informatique, c'est pas le même statut que la personne qui a une autre activité, ainsi de suite. Donc, on essaie de proposer des formules, des modules de formation spécialement dédiés à son activité. Par exemple, on a une association qui, elle, Hmm. était dans le domaine, par exemple, de la zakat. Eh bien, on lui a proposé, par exemple, des modules qui sont autour de la zakat, des modules sur les règles relatives aux maraudes. Hein, quelles sont les règles que nous devons respecter lorsqu'on a des maraudes à faire. Nos auditeurs et nos auditrices peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on peut évoquer dans ce module-là, dans le titre des maraudes? On peut leur dire qu'il y a eu énormément, par exemple, d'erreurs qui ont été commises par des associations durant les maraudes, hein, car des fois, on reçoit euh, des dons qui sont des fois des zakats, qui sont des fois des kafaras, qui Mhm. doivent être reversés à des musulmans uniquement. On ne peut pas reverser ça à des non-musulmans. D'accord? Donc, c'est des choses qui Mhm. sont à prendre en compte. Donc, on a ces modules qu'on va proposer et ensuite, on propose un accompagnement. C'est une hotline où la personne a accès à cette hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle peut poser ces questions. Et voilà, on sait ô combien c'est important pour un entrepreneur que d'avoir une personne qui l'accompagne, hein, Oui, qui est présente. Ça, on le retrouve ça même dans les rassure. textes. Hein. Ouais, on le retrouve Hmm. même dans les textes, dans la démarche de nos pieux prédécesseurs qui, eux, agissaient ainsi, certains d'entre eux, lorsqu'ils voyageaient, certains quand ils faisaient du commerce, eh bien, ils avaient à leur compagnie une personne qui était spécialisée dans la jurisprudence pour ne pas tomber dans l'interdit. Hein. Car Hmm. celui qui ne fait pas attention prétend connaître et ne pas avoir besoin d'accompagnement, eh bien, généralement, ces personnes tombent dans des interdits. Ça, j'ai pu le tester à maintes reprises, hein, surtout quand on parle du chapitre de riba. Beaucoup pensent que le riba, l'usure, c'est prête-moi 1 000 € à condition que je te prête 1 000 € à condition que tu me rendes 1 500 €. On pense que le riba, c'est uniquement dans ça, mais c'est pas du tout. Il y a d'autres formes de riba. Et c'est pour ça que si on n'est pas sensibilisé, si on n'apprend pas, hein, eh bien, on risquerait de tomber dans ces erreurs-là. D'accord? Donc, on a cette formule-là, on a la première où à la fin, c'est la même, mais à la fin, il y aura la certification. Et on a une troisième formule, c'est les trois formules qu'on a de base. Donc, on a appelé ça Kina Confort, qui, elle, va permettre d'accompagner ceux qui se lancent. On a des gens qui ont déjà lancé leur activité, mais ceux qui se lancent, on les accompagne dans chaque étape du lancement et même par la suite. Donc, elle a aussi des formations, elle a aussi accès à la hotline. D'accord? Mais le début est important, surtout quand on se lance, voilà, de s'assurer qu'à chaque pas qu'on fait, eh bien, on soit en conformité. Très bien. Voilà. Donc voilà, on offre la possibilité aux gens voilà, de faire un call. Ils ont un call de 30 minutes qui est offert et puis on peut échanger autour de leur activité et de leur proposer le service qui est adapté. Et ça, je le dis encore une Ok. fois, pour monsieur tout le monde, c'est pas quelque chose qui est... Je n'ai pas connaissance, moi, aujourd'hui, un cabinet français, voilà, francophone, qui propose ce service. Ok. Très bien. Bon. Bah, pour les intéressés, ceux qui sont porteurs de projets ou qui ont des entreprises et qui se posent des Ouais. questions, vous savez maintenant à qui demander. Avec plaisir. Abdallah, du coup, tu as mentionné deux de tes activités. Il en reste une troisième, il me semble. Et là, c'est une troisième. Donc, ça qui est consulting, c'est aussi toujours d'actualité. Et la troisième qui est toujours d'actualité, ça, c'est l'activité, on va dire, physique que j'ai ici à la Mecque actuellement. Donc, alors, je suis à la tête d'une équipe de 4 traducteurs et on a pour charge de traduire la traduction des sermons de la mosquée sacrée. Donc, les sermons du vendredi de la mosquée sacrée à la Mecque. C'est nous qui nous chargeons de la traduction et les Français, tout le monde, hein, ceux qui sont francophones, ont la possibilité via une application, Manarat al-Haramain, l'application qui a été mise en place par la mosquée sacrée, par l'administration de la mosquée sacrée, où vous avez la Mhm. possibilité d'écouter le sermon du vendredi en live, en français. Ouais. Quand en Ok. live, c'est vraiment en live, C'est pas très c'est-à-dire connu, que, ça, hein. Enfin, j'en ai entendu ouais, parler quand ben, j'étais arrivé à Médine, j'avais ouais, entendu parler de ça. ouais, À la Mecque, pas trop. Alors, comment on à fait la pour Mecque, voilà. retrouver ça? Bah, ça, alors, via l'application, on télécharge une application qui s'appelle Manarat al-Haramain. Mhm. Une fois qu'on télécharge cette application-là, eh bien, voilà, directement, on a le replay aussi hein, de la khutba et on a d'autres cours aussi qu'on a traduits. Mais voilà, l'activité principale, ça va être vraiment la traduction de la khutba. La traduction de la khutba, donc des imams qui sont connus, hein,
que tout le monde connaît aujourd'hui, des grandes mosquées. Donc, on Ouais. traduit en simultané. Et moi, je suis responsable de cette équipe composée de quatre traducteurs de l'équipe française. On va dire. Donc, Dans les bureaux, on est plus de 10 langues, hein, plus de 10 langues. hmm. La khutba, elle est traduite chaque vendredi en plus de 10 langues et en live à chaque fois. Et les gens C'est- écoutent aussi depuis ouais. l'étranger ou beaucoup de Depuis plutôt de la Mecque? l'étranger, ah oui, oui. Alors là, on a tout. On a à la fois depuis l'étranger via l'application, on a aussi une chaîne radio ici, Mhm. 92.2 si je ne me trompe pas, mais elle est locale, hein. Voilà, on a une radio où vous entendez tout au long de la journée du français, enfin, des cours en français, la traduction des khotbahs, des livres en français, et ainsi de suite. Donc il y a un contenu qui est diffusé et rediffusé. Donc ça, c'est la chaîne au niveau de la radio. Et on a aussi la possibilité d'écouter directement quand on est présent sur les lieux. Donc il y a une équipe voilà, on va dire de terrain, hein, qui, elle, va vous distribuer des écouteurs et vous permettre d'écouter la khutbah si vous êtes Mhm. présent, si vous êtes présent à la Mecque. Bon, où est-ce qu'on les retrouve Alors, eux, on les retrouve ceux-là à l'entrée, à la porte, pour ceux qui vont à la Mecque, à la porte Malik Fahd, qui est la porte 79, si je ne me trompe pas, oui, la porte 79. Quand vous entrez à la porte principale du roi Fahd, eh bien, à Mhm. gauche, à droite, tout de suite, vous trouvez des personnes avec des petits gilets, des gilets bleu ciel. Et ça, eux, ils sont chargés de, voilà, du côté, la logistique, on va dire, côté pratique, de Mhm. vous orienter. Et on a des personnes qui parlent français sur le terrain, des personnes qui parlent les 10 langues. Vous avez les 10 langues D'accord, et d'accord. ils sont présents et voilà, ils aident. Et nous, on est une équipe qui est dans les studios, dans les bureaux et on traduit les repas. Mhm. Ok, très bien. Donc les khutbahs sont écrites, sont fournies à l'avance pour que vous puissiez les traduire. Oui, généralement, c'est 48 heures à l'avance, hein. Des fois, c'est moins, des fois, c'est du 100% live. Mais voilà. Mais généralement, on les reçoit un petit peu à l'avance. D'accord. Généralement, c'est Ok. à l'avance. Donc ça va faire Ouais. depuis 2003, il me semble, non, tu disais que tu vis à la Mecque. 2004. On a mec 2004, 2004. donc 19 ans Ouais, là. 19 ans. ouais, exactement. D'accord. Exact. Ouais. Comment ça fait quoi de vivre à la Mecque au quotidien, d'être là-bas au quotidien? Ça ressemble à quoi la vie? Parce que quand les gens qui ont l'occasion d'y aller, c'est pour des Umrah ou le Hajj. Après, c'est sûr, quand on vit en Umrah, c'est pas comme quand on vit là-bas, hein. Mais quoi Ouais, qu'il arrive, c'est sûr que voilà, si certains de nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont jamais fait la Umrah, eh bien, on peut leur dire que vous êtes passé à côté de quelque chose qui est énorme. Voilà. Là, vous terminez le podcast et vous venez en Umrah. Donc, c'est quelque chose à ne vraiment, c'est vraiment ce voyage-là, le voyage de la vie qui va permettre aux gens comment dirais-je, de se remettre en question, de remettre de l'ordre dans les priorités. La Umrah permet de remettre de l'ordre, apporter une nouvelle vision à la vie. Tu sais, des fois, on avait une vision qui était des fois un peu, qui était même erronée, hein. Mais quand on voit la Umrah, subhanallah, c'est comme si on est venu dans un lieu qui nous a permis d'ouvrir mm, les yeux et de voir en fait la vie sous un autre angle et d'accorder, voilà, de revoir nos priorités. Donc ça, c'est la Umrah de manière générale quand on vient en Umrah. Après, la vie, c'est sûr que c'est pas pareil, mais alhamdoulilah, voilà, la vie, je veux dire que, alhamdoulilah, moi, je me plais. Je me plais, je suis dans ma petite bulle, je suis à la Mecque. Euh, puis bon, tu vas en voiture, à pied. alors, moi, je suis assez loin de la mosquée sacrée. Et la Ouais, Mecque, enfin, le gros inconvénient de la Mecque par rapport à Médine, c'est que nous, on n'a pas de parking. D'accord? Donc, nous, on est obligé d'aller en voiture, de se rapprocher, ensuite prendre les taxis. C'est-à-dire que nous, on fait comme les pèlerins, on prend les taxis comme les pèlerins pour se rendre à la ouais. mosquée sacrée. À Médine, eux, ils ont des parkings souterrains. Et Ça, déjà, ça. les bureaux Les du bureaux, ils sont à travail. côté, ils sont à la mosquée sacrée, juste à l'extérieur, en face de la grande tour, juste au pied de la grande tour, à côté. D'accord, donc Au pied de tu peux descendre à l'horloge, là pied. aussi. Oui, oui, alhamdulillah, nous, par rapport à nous, à ça, alhamdulillah, on a un accès, voilà. On va dire, on a un accès qui est Accès privé. privé, voilà, alhamdulillah. Ça, c'est une ni'ma, ça, c'est Ouais. une ni'ma. Non, ça c'est génial. Franchement, Ah oui, ça ça, va c'est les avoir belles. le rythme de vie doit être incroyable. À chaque fois, le Eden, descendre juste à côté. Ah oui, En plus, surtout les périodes où il y a moins de monde, ça doit être, vous devez vous ouais. sentir, Alors, avant, on avait des périodes, hein. Maintenant, c'est plus le cas, mais avant, je me rappelle, moi, avant, on avait des périodes après la Umrah. Et après le Hajj aussi, mais c'était plus après la Umrah, on avait cette période battante où il n'y avait pas de Umrah, c'est-à-dire pas de Umrah de personnes qui viennent de l'étranger. Il n'y avait pas de visa dans le temps. C'était magnifique, hein. La mosquée sacrée, imagine-toi la mosquée sacrée. On s'est retrouvé à faire des tawafs, on était une cinquantaine de personnes. Ça, waouh, ouais, voilà, c'était des périodes où, voilà. Mais ça y est, c'est fini, ça. c'est Maintenant, fini. ah Après, oui, c'est la Umrah 24 heures sur 24. Maintenant, ils ont ouvert les vannes, là, maintenant.
Alhamdulillah, Ouais. alhamdulillah. Ça, on a perdu, nous, ce côté-là, parce que c'était connu, hein. Nous, on avait 2 mois, c'était les 2 mois où c'était, voilà, c'était les 2 mois pour les gens de la Mecque. Tu voyais que les gens de la Mecque qui venaient, on était là, ils venaient en famille, on passait du moment à la mosquée sacrée, c'était vide. Les étages, ils étaient éteints, les lumières étaient éteintes aux étages, tu vois, il n'y avait que le rez-de-chaussée qui était allumé, parce qu'il n'y avait pas besoin, vu que elle était vide, la mosquée, en fait. Elle était vide. Hmm. Là, c'était vraiment avant, ça. Je te parle là de 2004, 2005, 2006, dans ces zones-là où il y avait cette Mais, période-là. mais Mais même, après, même, alhamdoulilah, même après, ça pendant un maintenant. moment, c'était même jusqu'à maintenant, ils ouvrent pas, ils ouvrent directement après la Hajj. Alors là, oui, il y a toujours alors là, ils vont ouvrir 2 semaines. Là, par exemple, cette année-là, ils ont ouvert 2 semaines, 3 semaines. Mais là, je te parle d'avant, c'était 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, il n'y D'accord, a personne qui met un pied ici à la Mecque. De l'étranger, je d'accord. parle. En Maintenant, c'est visa réduit à Umrah. 2, 3 semaines pour les locaux. Maintenant, ça aurait déjà vraiment à 2, 3 semaines. Là, ils ont rouvert rapidement après le Hajj, là, cette année. Ouais, d'accord. Bon, c'est déjà ça. 2, 3 semaines, Ouais, tu alhamdoulilah. vois. Après, voilà, nous, on a pu remarquer que cette année, il y a eu un engouement, hein, au niveau de la communauté française. C'est l'année 2023, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel en nombre de pèlerins, de Mu'tamir qui sont venus. Ah ouais. C'était vraiment, ah Il y a oui, eu pas il y a mal eu de un doutes par rapport à engouement. l'organisation et finalement, il me semble que Alors, ça. moi, je parle pas du Hajj, hein, je parle pas du Hajj, Hmm. je parle de la Umrah tout au long de Oui, l'année. d'accord. Il y a eu un engouement fou en France que énormément de gens sont venus, énormément de gens. Et c'est bien, Ouais, c'est très bien que les gens viennent parce que, comme je le dis, moi, et je le dis toujours, le Umrah, c'est le voyage de la vie, c'est le voyage ouais. qu'il faut faire, hein, qu'il Ça faut a été impérativement faire. simplifié, les visas sont beaucoup plus simples à avoir, on n'a plus En besoin de plus, passer par une alhamdulillah, agence. et ça, faut profiter de cette Hmm. occasion-là. Profiter. Ouais, Parce que dernièrement, alhamdoulilah. on l'a, hein, quand elle est là, mais après, on ne sait pas combien de temps ça dure. Exactement, là, le Covid nous Donc, a bien montré ça. exactement. Les Hmm. occasions, elles se présentent. Il faut savoir prendre les occasions au bon moment. Ouais. Très bien. Bah écoute, Adallah, on va terminer sur les questions de la fin. C'est bientôt l'heure de Avec la le souci. prière ici. En plus, je suis à la mosquée, donc il risque de faire l'Eden. Donc on va essayer de Machallah. terminer avant pour pas être interrompu. Pas de souci. Alors, première question, quelle est la compétence qui t'est le plus utile au travail, dans la Quel vie de tous les travail. jours? Dans tous les travaux, dans la compétence qui est le plus utile de manière générale. Que j'ai pu, bah moi, je veux dire la jurisprudence, hein, ma spécialité dans laquelle je suis. Jurisprudence, La, c'est ju- ce que tu utilises ouais. tous les jours. Mais la jurisprudence, c'est vraiment quelque chose ça va être présent tous les jours, que ce soit chez Midas, donc au travers des cours, que ce soit à Sakina, à travers l'analyse la conformité de, voilà, différentes, et que ce soit aussi dans la traduction, parce qu'on est confronté à cela dans la traduction. Donc vraiment, le côté de la jurisprudence, et moi, j'encourage à chaque fois, hein, mes camarades de classe de prendre toujours la spécialité de la jurisprudence, parce que c'est une spécialité qui est très large, et très vaste. Donc, on va dire Hmm. c'est ce que j'utilise tous les jours, sans parler de la langue arabe, bien sûr. La langue arabe, c'est quelque chose que La j'utilise. jurisprudence, ça inclut au sol aussi? Là, alors, pas vraiment. Au sol, le fiqh, c'est à part. C'est Les au sol. fondements, c'est ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. Ça, Tu c'est as à dû les part. étudier, D'accord? j'imagine, ces Bien années. sûr, on est obligé de les étudier, bien Forcément. sûr. Bien Ouais. sûr. Dans la faculté dans laquelle on est, on a ces deux spécialités, et nous, c'est là où on a le plus de heures. Donc, au sol, le fiqh, les fondements de la jurisprudence, et le fiqh, la jurisprudence en soi. Hmm. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton cadre de vie, dans ton travail, dans tout ce que tu fais? C'est quoi que tu préfères? L'enseignement. Enseignement, Ah oui. clair, simple. Ah oui. J'aime Sans, partager. ouais, l'enseignement. Ouais. Quelles sont tes routines préférées? Les routines qui t'aident aller te reprendre ton énergie, être en forme au Ah, quotidien, évoluer. la, la prière Fajr en groupe à la mosquée et la lecture du Coran juste après. Ça, c'est la chose C'est ta ça routine me, clé phare. ah oui, Ouais. ça me pousse la journée. Si j'ai Ouais. pas fait ça, j'ai l'impression que j'ai perdu ma journée. Hmm. Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de référence qui t'a particulièrement marqué? Peut-être que tu as lu récemment ou bien qui t'a marqué à l'époque, un petit moment. Les ouvrages de Ibn Qayyim. Moi, je peux Mhm. conseiller nos auditeurs. Aujourd'hui, ils sont traduits en français. Allez dans les librairies. Les ouvrages de Ibn Qayyim sont magnifiques. Il y en a un en Ils sont magnifiques. particulier que tu préfères. Zad al-Ma'ad. En Zad français, il y a al-Ma'ad en un. français. Ils l'appellent comme ça. Ils l'appellent Zad al-Ma'ad, mais c'est les provisions pour l'au-delà. La traduction, c'est la provision pour l'au-delà, mais en français, ils l'appellent Zad al-Ma'ad. Zad Ok. al-Ma'ad, il est très bien. Je te dis ça comme ça à chaud, hein. Parce que Ouais. sur cette question, Non, je m'attendais pas que c'est tu me très poses, je me bien. suis dit comme Non, ça. non, c'est Les bien. choses qui Comme me viennent ça. maintenant, c'est vraiment C'est Zad bien. al-Ma'ad. Mm. C'est ce qu'on veut. La spontanéité. Exactement. Et enfin, dernière question, Adallah. Si un auditeur ou un auditrice souhaite suivre ton travail ou bien s'ils ont une question à te poser par rapport à ce dont on a parlé, est-ce que c'est possible et comment? Ah oui, c'est possible. Donc, au niveau de l'Institut, donc via mydas.net, hein, ils peuvent aussi Mhm. interagir avec nous via la messagerie instantanée qui est présente sur le site. Mhm. Sakina Consulting, pareil. Donc, Sakina Consulting
Je mettrai le lien. Ouais. .net, c'est .com, excusez-moi, c'est ça qu'il y a c'est .com. Donc, pareil, ils peuvent entrer en contact avec nous. Et à la Mecque, ben, à la Mecque, j'aurais dit, on se croise dans la mosquée sacrée, Inch'Allah. À la Mecque, par rapport à ça, ben, on a la plateforme, la plateforme Manarat El Haramain pour écouter les khutbahs. C'est une application qui est présente sur Android Très bien. et sur Apple Store. Je mettrai tous les liens, Inch'Allah. Amira, c'était un plaisir de discuter avec toi. Mais écoute, je ne manquerai pas de venir te voir, Inch'Allah, si j'ai l'occasion, Inch'Allah. si Dieu me permet de pouvoir visiter la Mecque, ce lieu sacré. Je demande à Dieu qu'il te mette la baraka dans tes projets, dans tes différents Amin. projets, dans ce que tu essayes d'accomplir et Amin. qu'il te facilite au quotidien. Barakallahu fik. Moi, c'est moi qui te remercie, encore une fois, de me donner ce micro et cette audience pour m'adresser à mes frères et mes sœurs. Et puis voilà, et puis on a essayé de partager certains passages de nos vies. L'essentiel, c'est avant tout, voilà, c'est tirer des leçons et d'aller vers l'avant, et se remettre toujours à Allah Azza wa Jal. Et puis voilà, donc c'est un plaisir partagé. qu'Allah Azza wa Jal te récompense, Abdelrahman, et te permet de continuer dans cette voie et d'interroger encore d'autres personnes, des profils différents. Barakallahu fik. Toute récompense d'Allah. À très vite, Inch'Allah. Salam À très alaikum. vite. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.